Les règles d'hygiène standard sont des outils importants dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Nous sommes ici dans le centre de compétences du centre de formation de Berne. Je m'appelle Yvonne Fitte. Je suis spécialiste de la prévention des infections dans le cadre de l'hygiène hospitalière à l'hôpital de l'île de Berne. Les mesures d'hygiène standard sont des mesures d'hygiène de base. Elles s'appliquent à tout moment et dans tous les établissements de soins. Parce que les erreurs d'hygiène peuvent se produire dans le cadre de ces mesures d'hygiène standard, je vous montrerai aujourd'hui quand et comment nous les appliquons et comment des erreurs peuvent se produire. L'une des mesures d'hygiène standard les plus importantes est la désinfection des mains. Elle doit être appliquée à des moments très précis. À savoir, vous vous rendez chez un résident. Vous quittez un résident, c'est-à-dire avant et après le contact avec un résident. Avant les actions propres, par exemple lorsque vous préparez une seringue ou que vous faites une injection. Lorsque des objets contaminés ont été touchés avec les mains, car c'est avec vos mains que vous transportez les germes vers d'autres résidents ou sur d'autres surfaces. Il faut également se désinfecter les mains après tout contact avec des fluides corporels et à chaque fois que vous retirez les gants. Il y a donc 5 indications pour l'hygiène des mains. Après un contact avec les résidents, avant d'entrer en contact avec les résidents, avant des actions propres, après tout contact avec des fluides corporels et après tout contact avec des objets contaminés. C'est très important. Et veillez toujours à utiliser suffisamment de désinfectants. Le creux de la main doit être bien rempli. 3 à 5 millilitres sont suffisants et corrects. Moins de désinfectants ou tout désinfectant qui sèche avant 20 à 30 secondes est insuffisant. Une règle d'hygiène standard importante est le port du masque. En temps de pandémie, nous portons des masques presque partout, y compris dans les bâtiments publics. Dans le cadre de l'hygiène standard, dans les institutions sociales et médico-sociales, le port du masque est généralement indiqué lorsque l'on s'attend à un contact avec des sécrétions respiratoires ou des fluides corporels sur les cavités buccales et les muqueuses nasales. Cela peut se produire en cas de toux ou d'éternuement ou lorsque quelqu'un vomit. Si un résident vomit, alors nous devons porter le masque pour ne pas être infectés nous-mêmes. Des erreurs d'hygiène par rapport au masque se produisent, par exemple, lorsqu'on se touche le visage et contamine alors le masque. Ou si on sort le masque du paquet sans s'être désinfecté les mains au préalable. Ainsi, même les masques plus au fond de l'emballage peuvent être contaminés. Les lunettes de sécurité servent à éviter que les fluides corporels entrent en contact avec la muqueuse oculaire. Il existe différents modèles et il est important de porter les lunettes pour éviter toute infection. Il s'agit là d'une question d'autoprotection en cas d'éternuement, de vomissement, etc. Une erreur d'hygiène peut se produire si les lunettes ne sont pas proches du visage. Ils doivent bien toucher le visage autour des yeux en cas d'éclaboussure. Une fois portées, les lunettes doivent être bien désinfectées avant de les remettre. Les lunettes à utilisation unique doivent être jetées. Passons maintenant aux gants jetables. Les gants jetables sont destinés à être portés lorsqu'on s'attend à un contact avec des fluides corporels, tels que l'urine, les selles ou le sang. Il est important que les gants ne soient pas portés en permanence, mais uniquement dans de telles situations.
Il faut se désinfecter les mains avant de retirer les gants de la boîte pour éviter de contaminer toute la boîte. Il faut également se désinfecter les mains après avoir enlevé les gants, car les gants peuvent être perforés ou déchirés et des erreurs peuvent se produire et on risque de se contaminer. Les gants eux-mêmes ne seront pas désinfectés. Il suffit de les changer et d'utiliser des gants neufs. Le port d'une surblouse est également l'une des mesures d'hygiène standard importantes pour se protéger contre les fluides corporels. Il est important que tous les produits soient conformes aux normes EN et que celles-ci soient respectées afin que le personnel soit bien protégé. Les surblouses sont disponibles en différentes couleurs et matières. Dans le cadre de l'hygiène standard, le port des surblouses est nécessaire lorsque l'on s'attend à avoir un contact avec des fluides corporels. Pas besoin de les porter lorsque vous allez chez un résident pour prendre sa tension ou pour lui apporter ses médicaments. Cependant, vous les porterez si vous vous attendez à avoir un contact avec ses selles, son urine ou avec des surfaces contaminées. Les erreurs d'hygiène se produisent souvent avec les surblouses lorsqu'on les enlève. Cela vaut donc la peine de faire un essai préalable pour savoir comment enlever les surblouses tout en respectant la bonne procédure. Et si vous pensez que votre surblouse puisse être contaminée, il faut la jeter et l'éliminer. Une autre règle d'hygiène standard est le nettoyage et la désinfection. Il est important de savoir que toutes les surfaces n'ont pas besoin d'être désinfectées. Il suffit souvent de prendre des produits de nettoyage normaux. Mais toutefois, les surfaces spéciales, par exemple les surfaces proches du patient ou infectées par le coronavirus en cas d'isolement des patients, doivent être désinfectées. Là, il est important de désinfecter les surfaces à proximité et autour des résidents. Ce n'est que dans un second temps qu'il faut nettoyer et désinfecter les sols. Les surfaces à proximité immédiate des patients et les surfaces souvent touchées par le personnel ou les résidents, par exemple les poignées de porte, les téléphones, les ordinateurs portables, etc., doivent être désinfectées. Quant aux lingettes désinfectantes, on oublie souvent de bien fermer leur emballage. Par conséquent, le désinfectant peut s'évaporer. L'emballage doit donc toujours être bien fermé. Pour garder les lingettes humides, il est utile de retourner l'emballage pour que le liquide s'écoule vers le bas. La désinfection par essuyage est une désinfection optimale. La pulvérisation d'un désinfectant seul ne suffit pas. Les règles d'hygiène standard sont des mesures importantes dans la vie quotidienne, mais cela vaut notamment pour la période actuelle de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Mais ces mesures sont-elles suffisantes? Pas tout à fait. Les résidents coopératifs portent un masque lorsqu'ils quittent leur chambre et lorsqu'ils sont ensemble dans les salles à manger et au restaurant. Mais il faut respecter les distances lorsqu'on enlève les masques. Il est important de garder les distances et d'avoir le mobilier adéquat afin que les résidents n'encourent pas le risque de faire une chute. Si deux résidents sont assis l'un en face de l'autre, ils peuvent enlever leur masque. Bien sûr, nous cherchons toujours à savoir s'il y a quelqu'un qui ne peut pas porter de masque.
Si c'est le cas, ces personnes ne sont pas obligées de le porter, mais les normes d'hygiène habituelles s'appliquent comme d'habitude. Nous protégeons les personnes qui ne peuvent pas porter les masques en respectant les mesures d'hygiène standards et en portant nous-mêmes un masque. Bien entendu, nous sommes autorisés à toucher les résidents et à avoir des contacts physiques avec eux, tout comme leurs proches. Mais il existe des règles simples à suivre. Il faut se désinfecter les mains avant et après tout contact. Normalement, dans le cadre d'un tel contact, je porterai un masque. Une mesure importante et utile pour détecter les maladies à un stade précoce est la vérification des symptômes. C'est facile à faire. Lorsque vous allez dans la chambre des résidents le matin pour les réveiller et faire leur hygiène corporelle, vous pouvez les observer activement ou demander s'ils présentent des symptômes tels qu'un mal de gorge, un toux ou un essoufflement. Vous pouvez également prendre leur température. À chaque fois que des anomalies sont constatées, il faut contacter le médecin et lui demander si un frottis est indiqué. Ces frottis COVID doivent être faciles d'accès, rapides et réalisés sans délai. Si, lors d'un contrôle de symptômes, un résident signale un mal de gorge, la première réaction du personnel soignant doit être d'isoler la personne en question. Il peut s'agir d'un isolement dans la chambre commune, d'un isolement de contact ou d'un isolement gouttelette dans une chambre individuelle. En parallèle, on appelle le médecin, on demande un frottis COVID et on attend les résultats. Je répète, nous portons l'équipement de protection lors des contacts très proches avec les résidents. Lorsque nous les touchons, les aidons à se positionner ou lorsque nous nous attendons à un contact avec des fluides corporels, le sang, le sel, l'urine. Ensuite, nous portons une surblouse et des lunettes de protection si nous nous attendons à des éclaboussures ou des toux. Mais vous n'avez pas besoin d'être en tenue de protection complète si vous entrez chez un résident simplement pour prendre sa tension, faire une piqûre ou demander comment il va. Le port des vêtements de protection est indiqué uniquement dans des situations décrites, car des erreurs d'hygiène peuvent se produire lorsque vous les enlevez. Et ces erreurs peuvent entraîner une contamination. Si vos mains sont infectées, vous pouvez contaminer d'autres personnes. Si vous allez voir un résident sans porter de surblouse parce que vous ne vous attendez pas à avoir un contact avec ses fluides corporels ou un contact physique, mais du coup, vous devez le toucher et l'aider, et que vous pensez que vos vêtements de service risquent d'être contaminés, il est fortement recommandé de vous changer immédiatement après ce contact. Il y aura toujours des résidents qui ne comprennent pas les mesures que nous avons mises en place pendant la pandémie. S'ils ne portent pas de masque, nous les protégerons en portant des masques nous-mêmes. S'ils développent des symptômes, comme par exemple un mal de gorge, ou si leur test s'avère positif et ils développent des symptômes de COVID-19, nous essayons de les placer dans une chambre individuelle s'ils n'en ont pas déjà une. Mais s'ils ne comprennent pas les mesures et qu'ils ne restent pas dans leur chambre, nous les protégeons en suivant, nous, les mesures, en respectant, nous, une bonne hygiène standard, en portant, nous, des masques et en nous protégeant contre une éventuelle infection.
On demande souvent quelle est la différence entre l'isolement et la quarantaine. On peut bien l'expliquer grâce à ces affiches. Le résident en isolement et le résident en quarantaine sont isolés grâce aux mesures, soit dans la chambre individuelle, soit dans la chambre partagée. La différence est la suivante. Le résident en isolement présente des symptômes, il est malade. Le résident en quarantaine ne présente aucun symptôme, il est en bonne santé. Dans un autre établissement ou lors d'une visite, il a peut-être été en contact avec une autre personne qui, elle, est tombée malade, sans que notre résident, lui, ne présente de symptômes. Mais les mesures d'isolement et de quarantaine en chambre à plusieurs lits ou en chambre individuelle sont exactement les mêmes. À l'heure actuelle, le port du masque est obligatoire un peu partout. Pendant les pauses et pendant les repas, le personnel ne peut pas porter de masque. Alors, que faire? Étant donné que nous enlevons les masques, nous devons nous asseoir assez loin les uns des autres. En respectant la distance nécessaire, nous pouvons nous parler et passer la pause ensemble. La distance de 1,50 m est importante pour que les employés ne s'infectent pas mutuellement. Selon la situation épidémiologique, les ajustements et les mises à jour sont nécessaires et seront communiqués par l'Office fédéral de la santé publique ou le canton de Berne. Prêtez-y attention.